Dans l'immense manoir du Frêne, où les ombres gardent des secrets et les murmures voyagent le long des couloirs de marbre, quelque chose était sur le point de changer à jamais. Que se passe-t-il lorsque le destin place une humble employée aux yeux d'émeraude sur le chemin d'un homme d'affaires millionnaire tourmenté par son passé? Élise Moreau, avec ses mains travailleuses et sa dignité inébranlable, n'aurait jamais imaginé que ce jour à l'église, abandonnée dans sa robe de mariée, serait le début et non la fin. Tandis que les rues pavées de Lyon assistaient silencieusement à cette rencontre entre deux mondes, Laurent Dufresne observait depuis le dernier banc, gardant une connaissance cruciale qui transformerait leurs deux vies. Les murs du manoir, témoins de trahisons antérieures, semblaient conspirer dans cette danse entre classes sociales où les préjugés murmurent aussi fort que les cœurs. Car parfois, quand tout semble s'effondrer, c'est là que nous apprenons vraiment que l'amour ne nettoie pas seulement le sol d'une maison riche, mais aussi les blessures les plus profondes de l'âme. Dans le grand salon du manoir Dufresne, l'écho de quelques pas brisa le silence. Élise Moreau, 25 ans, les mains rougies par le dur labeur, arrangeait les fleurs fraîches qui parfumaient l'atmosphère. Ses yeux verts, toujours baissés quand les patrons passèrent près d'elle, brillaient aujourd'hui d'une lumière particulière. Dans quelques heures, elle cesserait d'être la fille qui nettoie pour devenir l'épouse de Rémi, son premier amour. La robe blanche l'attendait dans une petite chambre de service, où elle l'avait cachée pour que personne ne la voie avant l'heure. Ce n'était pas une robe luxueuse, mais elle avait dépensé ses économies de 6 mois pour la payer. Élise se regarda dans le reflet de la fenêtre. Sa peau claire contrastait avec ses cheveux châtains qui tombaient en vagues douces jusqu'au milieu de son dos. Elle était mince, avec des courbes discrètes, et un visage que plus d'un avait décrit comme doux. Bien qu'elle ne se soit jamais considérée comme belle, Rémi lui avait dit tant de fois que ses yeux étaient comme 2 émeraudes magiques qu'elle avait presque commencé à le croire. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Partagez en commentaire si vous avez déjà ressenti que vous n'étiez pas assez bien pour quelqu'un. Et maintenant, découvrons comment Élise va affronter cette situation délicate. « Mademoiselle Élise, vous avez un appel ?» interrompit Madame Leclerc, la cuisinière du manoir, avec une expression qu'Élise ne sut interpréter. Le téléphone pesait comme du plomb quand elle le prit. La voix de la sœur de Rémi sonnait froide à l'autre bout. « Élise, Rémi ne viendra pas. Il dit que tu devrais bien réfléchir, que quelqu'un comme toi ne devrait pas se marier avec quelqu'un comme lui. Une simple employée de maison. Qu'aurais-tu à offrir à mon frère ?» Le monde s'arrêta. Le téléphone faillit glisser de ses mains tremblantes. « Que dis-tu, Margot? J'ai parlé avec lui hier. Eh bien, aujourd'hui, il a changé d'avis. Ne t'humilie pas davantage et accepte la réalité. Mon frère mérite mieux qu'une femme de ménage. » Le bruit sec du téléphone raccrochant fut comme une sentence. Élise resta immobile, les yeux fixés dans le vide, tandis que les larmes commençaient à couler sur ses joues pâles. Quelques minutes plus tard, quand elle réussit à revenir à la réalité, elle se retrouva avec la robe blanche entre les mains. Elle l'avait sortie de sa cachette sans s'en rendre compte. L'horloge indiquait 14 ans. Dans 1 heure, elle devrait être à la petite église de Saint-Martin où le père Laurent les attendait. Quelque chose en elle, peut-être la fierté qu'elle avait toujours gardée intacte malgré la pauvreté, la poussa à s'habiller. Elle devait le regarder dans les yeux. Elle devait entendre de sa bouche qu'il ne l'aimait plus. L'église était presque vide quand elle arriva. Seulement quelques vieilles dames priant au premier rang, et sur le dernier banc, une silhouette qu'elle n'attendait pas. Laurent Dufresne, le propriétaire du manoir où elle travaillait. Grand, avec l'allure de quelqu'un habitué à être obéi, et des yeux bleus qui semblaient transpercer quiconque les regardait directement. Élise s'assit au premier rang, les mains serrées sur ses genoux, attendant. Les minutes passaient. L'horloge de l'église marqua 15 ans, puis 15h30, ensuite 16 ans. Le message arriva sur son portable à 16h05. « Je suis désolé, je ne peux pas. Je mérite mieux. Adieu. » Les larmes qu'elle avait contenues jusqu'alors jaillirent avec force. Elle se laissa tomber à genoux, la robe blanche s'étalant autour d'elle comme une cruelle moquerie de ses rêves brisés. Elle sentit une main sur son épaule. En levant les yeux, elle rencontra le regard bleu de Laurent Dufresne. « Personne ne devrait rester seul dans un moment pareil, » dit-il d'une voix profonde, lui offrant son mouchoir. « Venez, je vous ramène chez vous. »« Je ne peux pas y retourner, » murmura-t-elle. « Pas comme ça, tout le monde saura. »« Pas chez vous, » l'interrompit-il. « Chez moi. Aujourd'hui, vous ne serez pas l'employé qui nettoie. Vous serez mon invité. » Le trajet dans la voiture de luxe se déroula en silence. Élise regardait par la fenêtre sans vraiment voir le paysage de Lyon qui défilait devant ses yeux. Les bâtiments historiques, les rues pavées,
Tout n'était qu'un flou confus à travers ses larmes. Le manoir Dufresne, situé dans le quartier exclusif des Brotteaux, semblait différent quand elle entra par la porte principale et non par celle de service. Laurent la conduisit jusqu'à une chambre qu'elle n'avait jamais vue. « Ce sera votre chambre pour cette nuit, » dit-il. « Demain, quand les blessures ne seront plus si fraîches, vous déciderez quoi faire. »« Pourquoi m'aidez-vous, monsieur Dufresne ?» demanda-t-elle, déconcertée par la gentillesse d'un homme qui lui adressait à peine la parole quand elle nettoyait sa maison. Il la regarda longuement avant de répondre. « Parce que je reconnais la dignité quand je la vois, Élise. Et aujourd'hui, vous avez montré plus de dignité que n'importe quelle autre personne que je connaisse. » Quand la porte se referma derrière lui, Élise se laissa tomber sur le lit. La robe de mariée se froissa sous son poids, comme un cruel rappel de tout ce qu'elle avait perdu ce jour-là. Dehors, la nuit tombait sur Lyon. Et dans une chambre du manoir Dufresne, une femme pleurait pour un amour qui n'avait jamais été réel, sans savoir que cette nuit marquerait le début d'une histoire complètement différente. Le soleil entrait timidement à travers les rideaux quand Élise se réveilla. Pendant un moment, elle ne reconnut pas où elle se trouvait. La chambre, décorée en tons bleus et blancs, était 3 fois plus grande que la pièce qu'elle partageait avec sa tante Caroline dans le quartier de Belleville. Les souvenirs de la veille la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Rémi, le mariage qui n'avait jamais eu lieu, l'humiliation, et puis, inexplicablement, Laurent Dufresne lui offrant refuge. Elle se redressa lentement. Quelqu'un, probablement Madame Leclerc, avait laissé des vêtements propres près du lit, une robe simple couleur lavande et des sous-vêtements neufs avec les étiquettes encore attachées. Ce geste la toucha et l'embarrassa en même temps. Après s'être douchée dans la salle de bain privée de la chambre, un luxe qu'elle n'avait jamais connu, Élise s'habilla et se regarda dans le miroir. Ses yeux verts étaient gonflés d'avoir tant pleuré, mais au moins, elle avait retrouvé un peu de couleur sur ses joues. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-elle, pensant que ce serait Madame Leclerc. Mais ce fut Laurent Dufresne qui entra, habillé de façon décontractée avec un pantalon sombre et une chemise bleu clair qui accentuait la couleur de ses yeux. Élise baissa instinctivement le regard, comme elle le faisait toujours en sa présence. Si cette histoire vous captive, n'attendez plus pour vous abonner à notre chaîne. Partagez en commentaire votre ville ou région et dites-nous si vous avez déjà dû faire face à un changement de vie inattendu. La suite de l'histoire d'Élise pourrait vous surprendre. « Bonjour Élise », dit-il d'une voix calme. « Comment vous sentez-vous ?»« Mieux, monsieur Dufresne. Merci pour votre hospitalité, mais je ne veux pas abuser. Je dois partir. »« Pour aller où ?» La question la prit par surprise. Elle n'avait vraiment nulle part où aller. Elle ne voulait pas retourner chez sa tante Caroline, qui l'avait mise en garde contre Rémi. « Les beaux hommes sans argent ne cherchent qu'une porte de sortie facile, » lui avait-elle dit. Maintenant, elle devrait supporter ces « je te l'avais bien dit ». « Je trouverai quelque chose », murmura-t-elle. « J'ai une proposition à vous faire, » dit Laurent, s'asseyant dans un fauteuil près de la fenêtre et l'invitant à s'asseoir en face de lui. « J'ai besoin d'une assistante personnelle, quelqu'un d'organisé, discret et travailleur. Je crois que vous possédez ces qualités. » Élise le regarda avec méfiance. Le puissant homme d'affaires Laurent Dufresne lui offrait un tel poste? À elle, qui n'avait terminé que le lycée avant que la maladie de sa mère ne l'oblige à travailler? « Je ne comprends pas, monsieur. Je sais seulement nettoyer et... » « Je vous ai observé, Élise, » l'interrompit-il. « Vous êtes méthodique, vous apprenez vite et vous avez une intelligence naturelle qui ne nécessite pas de diplôme. Mon assistante précédente a démissionné pour se marier et j'ai besoin de quelqu'un de confiance. » Les yeux bleus de Laurent l'étudiaient avec intensité. C'était un homme de 33 ans, dont le visage anguleux et la mâchoire forte avaient figuré dans des magazines d'affaires. Les femmes le trouvaient séduisant, mais aussi intimidant. Veuf depuis 5 ans, les rumeurs disaient que sa femme Claire était morte dans des circonstances mystérieuses, bien que personne ne sût exactement ce qui s'était passé. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. L'ombre d'un sourire apparut sur les lèvres de Laurent. « Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui voit au-delà de mon argent et de mon nom. Vous ne m'avez jamais regardé comme les autres. En fait, vous me regardez à peine. » Élise sentit ses joues s'enflammer. « Le salaire sera 3 fois ce que vous gagnez actuellement. Vous aurez cette chambre pour vous, avec une entrée indépendante. Et si ça ne fonctionne pas, vous pourrez reprendre votre ancien poste. » C'était une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. D'ailleurs, quelle alternative avait-elle? « J'accepte, monsieur Dufresne, mais je dois apprendre beaucoup de choses. Appelez-moi Laurent, dit-il en se levant. Nous commencerons aujourd'hui même. »
Élise ne savait pas que ce changement dans sa vie déclencherait une série d'événements qui transformeraient non seulement son avenir, mais aussi son cœur. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon de nouvelles expériences. Élise apprit à utiliser des systèmes d'agenda électronique, à répondre au téléphone en anglais basique, avec l'aide d'un cours intensif que Laurent avait insisté pour lui payer, et à gérer la logistique des réunions d'affaires qui se tenaient au manoir. Sa vie avait complètement changé. La chambre qui lui avait été attribuée était plus grande que tout l'appartement où elle avait grandi à Belleville. Elle avait de nouveaux vêtements, élégants mais discrets, et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas à s'inquiéter de joindre les deux bouts. Sa nouvelle position lui attira également l'hostilité à peine dissimulée de Patricia Olivier, la directrice administrative de la maison. Une femme de 40 ans, célibataire, qui travaillait pour les Dufresne depuis plus d'une décennie et qui ressentait clairement du ressentiment face à la soudaine proximité d'Élise avec le patron. « Tiens, de nettoyer les toilettes, à t'asseoir dans le bureau principal. » Comme ces pratiques qu'on t'ait laissées en plan juste quand le monsieur avait besoin d'une assistante, lui dit Patricia un jour, faisant des guillemets avec les doigts en prononçant le dernier mot. « Mon travail parle pour moi », répondit Élise avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait réellement. Cependant, tout le monde dans la maison ne la regardait pas avec méfiance. Madame Leclerc était devenue son alliée, lui enseignant les goûts et habitudes de Laurent, comment il aimait son café, noir sans sucre, ses horaires de repas et les petits détails qui rendaient son travail plus efficace. « Le monsieur n'a jamais traité personne comme ça depuis que Madame Claire est morte », lui confia la cuisinière un après-midi, alors qu'elles préparaient ensemble un dessert au caramel qu'elle savait être le préféré de Laurent. « Comment était-elle » demanda Élise, curieuse de connaître la femme qui avait été mariée à son patron. Madame Leclerc soupira profondément, belle comme un mannequin, mais froide comme la glace. Elle le faisait beaucoup souffrir. Elle n'en dit pas plus, et Élise n'osa pas demander davantage. Les murmures sur la mort de Claire Dufresne étaient variés. Certains disaient qu'elle s'était suicidée, d'autres qu'elle était morte dans un accident pendant des vacances en Europe. La seule certitude était que Laurent n'en parlait jamais. Un après-midi, alors qu'elle organisait des documents dans le bureau principal, Élise trouva un petit cadre en argent retourné face contre le bureau dans un tiroir. En le retournant, elle découvrit le visage d'une femme blonde, d'une beauté glaciale et au sourire calculateur. Ce devait être Claire. C'était ma femme. La voix de Laurent la fit sursauter. Elle ne l'avait pas entendue entrer. Elle remit rapidement le cadre où elle l'avait trouvé. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû... » « Peu importe, » l'interrompit-il, prenant le cadre et le regardant un moment avant de le remettre dans le tiroir. Parfois, il vaut mieux laisser le passé où il est, enterré. Il y avait quelque chose de sombre dans son ton qui la fit frissonner. Pour la première fois, Élise se demanda si les rumeurs avaient une part de vérité. Quel secret cachait cet homme qui l'avait secouru au moment le plus vulnérable de sa vie? Ce soir-là, tandis qu'Élise brossait ses longs cheveux châtains devant le miroir, elle se rappela les paroles de sa mère avant de mourir. « Le cœur reconnaît parfois le danger avant l'esprit, ma chérie. Apprends à l'écouter. » Son cœur lui disait qu'il y avait quelque chose de plus chez Laurent Dufresne, quelque chose qui allait au-delà de son apparence d'homme puissant et inaccessible. Et bien qu'elle essayât de l'ignorer, il lui disait aussi qu'elle commençait à ressentir pour lui quelque chose qui dépassait la simple gratitude. L'automne arriva à Lyon, teintant d'ocre et d'or les arbres du jardin du manoir. Élise avait accompli 3 mois comme assistante personnelle de Laurent, et ce qui avait commencé comme un travail d'urgence s'était transformé en une routine qu'elle appréciait chaque jour davantage. Elle apprenait vite. Maintenant, elle gérait avec aisance l'agenda professionnel, connaissait les partenaires par leur nom et reconnaissait leur voix au téléphone, et avait même commencé à prendre des décisions mineures sans consulter. Laurent semblait satisfait de ses performances, bien qu'il restât un homme de peu de mots et encore moins de sourires. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, une habitude qu'ils avaient adoptée pour passer en revue les activités de la journée, Laurent la surprit avec une nouvelle. « Je dois me rendre en Corse pour quelques jours. J'aimerais que tu viennes avec moi. » Élise faillit s'étrangler avec son café. Elle n'était jamais sortie de Lyon, et l'idée de voyager avec lui la rendait nerveuse pour des raisons qu'elle préférait ne pas analyser. « Moi? Mais je pourrais rester ici et tout gérer depuis Lyon. C'est un voyage d'affaires important. J'achèterai des terrains pour un nouveau projet touristique et j'ai besoin que tu prennes des notes et organises mes réunions. De plus, » il fit une pause comme s'il hésitait à continuer, « tu pourrais découvrir la mer. Vous aimez suivre l'histoire d'Élise et Laurent ?»
Laissez un j'aime et partagez en commentaire si vous avez déjà vécu un moment qui a changé votre vie de façon inattendue, comme ce voyage pourrait changer celle d'Élise. L'abonnement à notre chaîne vous permettra de ne pas manquer la suite de cette romance pleine de rebondissements. Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans sa voix en disant ces derniers mots, comme s'il voulait lui offrir un cadeau qu'il savait qu'elle désirait. Et il avait raison. Élise avait toujours rêvé de voir l'océan. « D'accord, répondit-elle finalement. Quand partons-nous ? Demain. Dis à Patricia de t'aider à préparer le nécessaire. » Le visage de la directrice administrative, quand Élise lui annonça la nouvelle, fut un poème d'indignation à peine contenu. « Toi, en Corse avec lui ? Comme c'est intéressant, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et dans quelle chambre dormiras-tu ? Celle adjacente à la sienne ? Ne soyez pas ridicule, répondit Élise, sentant la rougeur monter dans son cou. C'est un voyage professionnel. Patricia laissa échapper un rire sec. Bien sûr, aussi professionnel que ta façon de le regarder quand tu crois que personne ne te voit. Élise voulut protester, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Était-ce si évident ce qu'elle commençait à ressentir pour Laurent? Le voyage en Corse marqua un avant et un après. L'île, avec ses villages perchés et ses paysages à couper le souffle, était encore plus belle que ce qu'Élise avait imaginé. Ils logèrent dans un élégant hôtel de charme à Ajaccio, dans des chambres séparées mais proches. Pendant 3 jours, Élise accompagna Laurent à des réunions avec les autorités locales, des architectes et des avocats. Elle l'observait négocier avec fermeté, mais sans arrogance, traiter tout le monde avec le même respect indépendamment de leur position et prendre des décisions qui tenaient en compte de l'impact environnemental et social du projet. Ce Laurent, professionnel, attentionné, visionnaire, l'impressionnait de plus en plus. L'après-midi du 4e jour, lorsque les affaires furent conclues, Laurent la surprit à nouveau. « Aujourd'hui, nous ne travaillons pas. Je t'emmène à Porto Vecchio. » Le trajet de 2 heures jusqu'à la côte se déroula entre des conversations plus personnelles qu'il n'en avait eues jusqu'alors. Pour la première fois, Laurent lui parla de son enfance à Paris, de comment il avait perdu ses parents dans un accident quand il avait 20 ans, et de comment il avait assumé la responsabilité des entreprises familiales presque sans expérience. « Tout le monde s'attendait à ce que j'échoue, dit-il, le regard fixé sur la route. C'est peut-être pour cela que je suis devenu si hermétique, je comprends, répondit Élise doucement. Quand ma mère est morte et que j'ai dû quitter l'école, tout le monde me regardait avec pitié, comme si ma vie était déjà tracée, être toujours la fille pauvre qui nettoie les maisons des autres. Laurent la regarda brièvement, avec une intensité qui la fit frissonner. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Élise. Tu as une lumière intérieure que même toi tu ne sembles pas voir. Le reste du voyage se déroula dans un silence complice, avec le paysage devenant de plus en plus méditerranéen à mesure qu'ils approchèrent de la côte. Quand ils arrivèrent finalement à la plage de Palombagia, Élise ne put contenir son émotion. Elle retira ses chaussures et courut vers les vagues, riant comme une enfant. L'eau tiède de la Méditerranée caressa ses pieds, et pendant un moment, toutes les douleurs du passé semblèrent se dissoudre dans l'immensité bleue de la mer. Laurent l'observait de loin, avec une expression qu'Élise ne sut interpréter. Quand elle revint à ses côtés, les cheveux ébouriffés par la brise marine et les yeux brillants de joie, il tendit sa main pour lui retirer une mèche rebelle du visage. Ce fut un geste simple, presque instinctif, mais le contact de ses doigts contre sa joue les paralysa tous les deux. Pendant une seconde éternelle, le monde sembla s'arrêter. Les yeux bleus de Laurent s'assombrirent d'une émotion contenue qu'Élise reconnut parce qu'elle la ressentait aussi, le désir. Le moment fut rompu quand un groupe d'enfants passa en courant près d'eux, poursuivant un ballon. Laurent retira sa main comme s'il s'était brûlé. « Nous devrions dîner », dit-il d'une voix rauque. « Je connais un excellent endroit. » Le dîner dans un petit restaurant face à la mer aurait dû être parfait, mais une tension invisible flottait entre eux. Ils burent du vin, mangèrent des fruits de mer frais et parlèrent de tout sauf de ce qui importait vraiment, ce qui avait failli se produire sur la plage. Quand ils retournèrent à Ajaccio, tard dans la nuit, Élise se sentait confuse. Avait-elle imaginé ce moment de connexion? Ou Laurent luttait-il également contre des sentiments qui ne devraient pas exister entre un patron et son assistante? La réponse arriva 2 jours plus tard, pendant leur dernière nuit en Corse. La ville célébrait l'une de ses nombreuses fêtes, et depuis le balcon de sa chambre, Élise pouvait entendre la musique et voir les feux d'artifice qui illuminaient le ciel nocturne. Un léger coup à la porte interrompit sa contemplation. C'était Laurent, habillé de manière décontractée avec une bouteille de liqueur de myrte et 2 petits verres en terre cuite. « J'ai pensé que nous pourrions porter un toast au succès du voyage »,
dit-il. Il y avait quelque chose de différent chez lui, une vulnérabilité qu'Élise n'avait jamais vue auparavant. Ils s'assirent sur le petit balcon, avec la ville en fête à leurs pieds. La liqueur était forte mais douce, avec une saveur fruitée qui réchauffait la gorge et déliait la langue. « Je ne t'ai jamais parlé de Claire », dit Laurent soudainement, après le deuxième verre. Élise retint son souffle. C'était la première fois qu'il mentionnait volontairement sa défunte épouse. « Vous n'êtes pas obligé si vous ne le souhaitez pas. Je le veux. J'ai besoin que tu comprennes. » Il s'interrompit comme cherchant les mots justes. « Claire et moi avons eu un mariage de convenance. Nos familles l'ont arrangé. Je n'ai jamais été heureux avec elle, et elle n'a jamais été heureuse avec moi. Je suis désolé, murmura Élise, surprise par cette révélation. Elle n'est pas morte dans un accident comme tout le monde le croit, continua Laurent, le regard perdu vers l'horizon illuminé par les feux d'artifice. Elle s'est suicidée, après que j'ai découvert qu'elle me trompait avec mon meilleur ami depuis des années. Cette confession tomba comme une pierre entre eux. Élise ne savait pas quoi dire. Je me suis blâmé pendant longtemps, poursuivit-il. J'ai pensé que si j'avais été un meilleur mari, si je l'avais vraiment aimée. Mais la vérité est qu'on ne peut pas forcer l'amour. Et après sa mort, j'ai décidé que je ne serais plus jamais avec quelqu'un par convenance ou par solitude. Je préférais être seul. Ses yeux bleus se fixèrent sur ceux d'Élise, avec une intensité qui la fit trembler. Et puis tu es arrivé, avec ta dignité intacte malgré tout, avec ta façon de voir la beauté dans les choses les plus simples. Et quelque chose en moi a commencé à s'éveiller. Élise sentait que son cœur allait sortir de sa poitrine. Laurent était-il en train d'avouer qu'il ressentait quelque chose pour elle? « J'ai peur, Élise, » admit-il, se rapprochant jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son souffle chaud sur son visage. « Peur de ce que je ressens quand tu es près de moi. J'ai peur aussi, » murmura-t-elle, sans détourner le regard. Laurent leva une main pour caresser sa joue, exactement comme il l'avait fait sur la plage, mais cette fois il ne s'arrêta pas. « Dis-moi de m'arrêter maintenant, et je le ferai. Nous retournerons à Lyon, et continuerons comme avant. » Élise savait qu'elle était à un tournant de sa vie. Elle pouvait choisir la sécurité, garder son travail et la distance professionnelle, ou elle pouvait tout risquer pour ce que son cœur lui criait. « Je ne veux pas que tu t'arrêtes, » répondit-elle finalement. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si tout le temps précédent n'avait été qu'un prélude à ce moment. Le baiser commença doucement, presque timidement, mais se transforma rapidement en quelque chose de plus intense, plus urgent. Les mains de Laurent parcoururent son dos, l'attirant vers lui comme s'il voulait fusionner avec elle. La ville continuait de célébrer en dessous d'eux, avec de la musique et des lumières. Mais pour Élise et Laurent, le monde s'était réduit à ce balcon, à ce moment, à la promesse de quelque chose de nouveau naissant des cendres de leurs douloureux passés respectifs. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que, pendant qu'ils s'embrassaient sous le ciel étoilé de la Corse, à Lyon, Patricia Olivier découvrait quelque chose dans les archives privées de Laurent qui changerait le cours de tout. Le retour à Lyon apporta une nouvelle réalité pour Élise et Laurent. Ce qui avait commencé par un baiser en Corse s'était transformé en un sentiment trop profond pour l'ignorer, mais trop complexe pour le définir clairement. Au manoir, il maintenait en les apparences. Elle continuait d'être son assistante personnelle, efficace et professionnelle. Mais quand les portes se fermaient, les regards parlaient un langage différent. Les doigts se frôlaient en se passant des documents, et parfois, quand personne ne pouvait les voir, ils s'autorisaient des moments volés d'intimité. « C'est de la folie », chuchota Élise un après-midi, alors qu'elle s'écartait d'un baiser furtif dans la bibliothèque du manoir. « Tout le monde finira par avoir des soupçons, tôt ou tard. » Laurent entrelaça ses doigts avec les siens, les portant à ses lèvres. « Peu m'importe ce que pensent les autres, seul toi m'importe. Vous suivez l'histoire d'Élise et Laurent avec passion? Partagez en commentaire vos propres expériences d'amour face aux préjugés sociaux. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour découvrir comment nos amoureux affronteront les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Mais la réalité n'était pas si simple. La différence de classe sociale, leurs relations professionnelles, les rumeurs qui commençaient déjà à circuler, tout conspirait contre eux. Élise entendait les murmures des employés quand elle entrait dans la cuisine, sentait les regards acérés de Patricia et remarquait comment certains partenaires de Laurent l'examinaient d'un œil spéculatif pendant les réunions. « La femme de ménage a grimpé vite, non ?» entendit-elle dire à un cadre qui croyait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Chaque commentaire était comme un petit coup de poignard qui alimentait ses insécurités. Un homme comme Laurent pourrait-il vraiment vouloir quelque chose de sérieux avec quelqu'un comme elle? Ou n'était-ce qu'un caprice, une aventure temporaire? Madame Leclerc, toujours perspicace, devint sa confidente inattendue.
Le monsieur n'a jamais regardé personne comme il te regarde, lui dit-elle un soir, alors qu'elle partageait une tisane à la cannelle dans la cuisine. Pas même elle. Élise savait qu'elle faisait référence à Claire. Mais tout le monde pense que je suis juste une opportuniste, une chasseuse de fortune, compléta la cuisinière avec un sourire fatigué. Les gens parlent toujours, ma chérie. La question est, l'aimes-tu pour qui il est ou pour ce qu'il possède? La réponse était si claire pour Élise qu'elle n'avait même pas besoin d'y réfléchir. Elle aimait Laurent pour son intégrité, pour la gentillesse qu'il cachait sous son extérieur réservé, pour la façon dont il la traitait comme une égale malgré ses origines modestes. Elle l'aurait aimé tout autant s'il avait été un simple employé du manoir. Mais tandis qu'Élise et Laurent naviguaient dans les complexités de leur relation naissante, Patricia Olivier tissait sa toile de vengeance. Pendant des années, elle avait nourri des sentiments non partagés pour Laurent, et voir comment il regardait la femme de ménage avait réveillé le pire en elle. Le coup survint une semaine après leur retour de Corse. Laurent s'était rendu à Paris pour la journée pour une réunion importante, laissant Élise chargée de préparer une présentation pour des investisseurs potentiels. Elle travaillait dans le bureau principal quand Patricia entra sans frapper, tenant un dossier. « Tiens, occupant déjà le fauteuil du patron, » dit-elle avec un sourire crispé. « Comme tu grimpes vite les échelons. » Élise respira profondément, déterminée à ne pas se laisser provoquer. « Tu as besoin de quelque chose, Patricia ? Je suis occupée. Je voulais simplement que tu saches quelque chose à propos de ton patron, » répondit-elle, en soulignant le dernier mot avec sarcasme. « Quelque chose qui explique peut-être son intérêt soudain pour toi. » Elle posa le dossier sur le bureau et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photos d'une jeune femme qui ressemblait étonnamment à Élise. Les mêmes cheveux châtains, les mêmes yeux verts, même un sourire similaire. À côté des photos, une coupure de journal datant de 5 ans. Un accident tragique coûte la vie à la jeune institutrice Marie Durand. L'homme d'affaires Laurent Dufresne, qui entretenait une relation secrète avec la victime, a refusé de faire des déclarations. Le monde sembla s'arrêter. Élise sentit qu'elle manquait d'air. Marie était sa maîtresse avant qu'il n'épouse Claire, expliqua Patricia avec une fausse compassion. Elle est morte dans un accident de voiture très opportun, juste au moment où elle menaçait de rendre publique leur relation. Et je dois dire que ta ressemblance avec elle est troublante. Élise regarda les photographies de ses mains tremblantes. La ressemblance était indéniable. « Tu mens !» parvint-elle à articuler. « Pourquoi mentirais-je ? Réfléchis, Élise. Pourquoi un homme comme lui s'intéresserait-il à quelqu'un comme toi, à moins que tu ne sois le remplacement de sa maîtresse morte, sa seconde chance ?» Patricia laissa le dossier et sortit du bureau, laissant Élise plongée dans la confusion et la douleur. Était-ce possible ? Laurent l'avait-il embauchée, l'avait-il séduite, uniquement parce qu'elle ressemblait à Marie? Tout cela faisait-il partie d'un plan tordu pour remplacer quelqu'un qu'il avait perdu? Les heures suivantes furent un supplice. Élise fouilla dans les archives de l'entreprise, cherchant plus d'informations sur Marie Durand, mais trouva peu de choses. Son esprit était un tourbillon de doutes et de soupçons. Quand Laurent revint ce soir-là, elle avait déjà pris une décision. Elle l'attendit dans le bureau principal, avec le dossier sur le bureau. Quand il entra souriant en la voyant, le cœur d'Élise se serra douloureusement. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. « Excellente. Nous avons conclu l'affaire, » répondit Laurent, s'approchant pour l'embrasser. Elle s'écarta et la confusion traversa son visage. « Que se passe-t-il » Elle poussa le dossier vers lui sans dire un mot. Laurent l'ouvrit, et Élise observa son visage pâlir en voyant les photographies de Marie. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-il d'une voix tendue. « Peu importe. Ce qui compte, c'est si c'est vrai. » Laurent s'effondra sur une chaise, passant une main dans ses cheveux dans un geste d'angoisse qu'elle n'avait jamais vu. « Vous aimez cette histoire pleine de rebondissements ? N'hésitez pas à laisser un j'aime et partagez vos théories en commentaire. Élise découvrira-t-elle toute la vérité sur Laurent ? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce roman captivant. Oui, j'ai connu Marie, admit-il finalement, mais pas comme le dit cet article. Elle était institutrice à la fondation que je parraine. Nous étions amis, rien de plus. Elle est morte dans un accident de voiture après une soirée chez moi, et la presse à sensation a inventé une histoire d'amant, parce que ça vendait plus de journaux. Et la ressemblance entre elle et moi, c'est une coïncidence ? Demanda Élise, la voix brisée. Laurent la regarda droit dans les yeux. Quand je t'ai vue pour la première fois en train de nettoyer le salon, je suis resté paralysé. Tu lui ressemblais tellement, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je t'ai engagée comme assistante, et encore moins celle pour laquelle je suis tombé amoureux de toi. Le mot « amoureux » resta suspendu entre eux.
C'était la première fois que Laurent évoquait des sentiments aussi profonds. Comment puis-je te croire? Parce que je ne t'ai jamais menti, Élise. Parce que tu sais, au fond de ton cœur, que ce qu'il y a entre nous est réel. Elle voulait désespérément le croire. Mais les doutes semés par Patricia avaient pris de profondes racines. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, et d'espace. Élise, je t'en prie, je vais retourner chez ma tante pour quelques jours. J'ai besoin de réfléchir. » Laurent semblait dévasté, mais il acquiesça lentement. « Je respecterai ta décision, mais avant que tu partes, laisse-moi te montrer quelque chose. » Il la conduisit jusqu'au coffre-fort caché derrière un tableau. De l'intérieur, il sortit un journal relié en cuir. « C'est mon journal personnel des 5 dernières années. Lis-le et tu comprendras tout, sur Marie, sur Claire et sur ce que je ressens pour toi. » Élise prit le journal d'une main tremblante et quitta le manoir ce soir-là, avec une petite valise et le cœur brisé. La maison de sa tante Caroline, dans le quartier animé de Belleville, lui sembla étrangement étrangère après des mois passés au manoir. La femme âgée, avec sa franchise caractéristique, ne posa pas de questions quand Élise apparut à sa porte, se contentant de l'étreindre et de préparer un chocolat chaud. « Quand tu voudras parler, je suis là », fut tout ce qu'elle dit. Cette nuit-là, dans la petite chambre qui avait été la sienne, Élise ouvrit le journal de Laurent. L'écriture ferme et claire remplissait des pages et des pages de réflexions, de plans d'affaires et, étonnamment, de poèmes. Elle commença à lire à partir de l'entrée marquée de la date de l'accident de Marie. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Marie avait été, effectivement, l'amie de Laurent, mais aussi de Claire. La nuit de l'accident, Marie avait découvert que Claire trompait Laurent et avait décidé de le lui dire. Elle était partie bouleversée du manoir, conduisant trop vite sur des routes mouillées par la pluie. Laurent se blâmait de ne pas l'avoir arrêtée, de n'avoir pas remarqué son état émotionnel. Les pages suivantes racontaient son mariage en détérioration, la découverte de l'infidélité de Claire, son suicide subséquent et les années de culpabilité et d'auto-isolement qui suivirent. Et puis la première mention d'Élise, presque 2 ans auparavant. « Aujourd'hui, je l'ai vue pour la première fois bien qu'elle travaille ici depuis des mois. Elle nettoyait le salon principal, concentrée comme si c'était la tâche la plus importante du monde. Pendant un moment, sa ressemblance avec Marie m'a coupé le souffle. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose de différent en elle, une lumière intérieure, une force silencieuse que Marie n'avait jamais eue. » Les entrées ultérieures révélaient comment Laurent avait commencé à l'observer, impressionné par sa dignité, son travail méticuleux, sa gentillesse envers les autres employés. Il ne mentionnait jamais son attrait physique, mais ses gestes, sa voix, la façon dont elle traitait tout le monde avec respect, indépendamment de leur position. La dernière entrée, écrite la veille de leur voyage en Corse, disait simplement « J'ai peur de ce que je ressens pour Élise. » C'est comme si, après des années dans l'obscurité, quelqu'un avait allumé une lumière. Mais ai-je le droit d'aimer à nouveau? Et si je la perdais, elle aussi? Les larmes coulaient sur le visage d'Élise, tandis qu'elle refermait le journal. Tout ce que Patricia lui avait insinué était une distorsion cruelle de la vérité. Laurent ne l'avait pas recherché comme un remplacement. Ses sentiments avaient grandi lentement, presque contre sa volonté, en apprenant à la connaître vraiment. Mais avant qu'elle ne puisse décider quoi faire, un coup urgent à la porte la fit sursauter. Il était minuit. Sa tante Caroline entra dans la chambre, le visage pâle. « C'est Madame Leclerc du manoir. Elle dit que Monsieur Dufresne a eu un accident. Il est à l'hôpital. » Le monde sembla s'arrêter. Sans réfléchir, Élise prit son sac et se précipita vers le taxi que la cuisinière avait envoyé. À l'hôpital Saint-Vincent, les lumières fluorescentes rendaient tout irréel. Madame Leclerc l'attendait dans la salle d'attente, les yeux rougis. « Que s'est-il passé ?» demanda Élise, sentant son cœur prêt à sortir de sa poitrine. « Après ton départ, il a beaucoup bu. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il a pris la voiture pour aller te chercher et il est sorti de la route dans le virage de la colline de Fourvière. »« Mon Dieu !» murmura Élise. « Comment va-t-il ? » ?»« Stable, mais inconscient. Il a une fracture à la jambe et des contusions. Les médecins disent qu'il faut attendre. » Les heures suivantes furent les plus longues de la vie d'Élise. Assise près du lit de Laurent, elle observait son visage pâle, connecté à des moniteurs qui émettaient des bips constants. On lui avait permis d'entrer quand il avait commencé à l'appeler dans son inconscience. « Je suis là », chuchotait-elle, tenant sa main. « Je ne vais pas te quitter. » À l'aube, tandis que la lumière filtrait à travers les stores de l'hôpital, Laurent ouvrit lentement les yeux. La première chose qu'il vit fut Élise, les cheveux ébouriffés et de profondes cernes, mais souriant à travers ses larmes. « Tu es venu » murmura-t-il d'une voix rauque. « Bien sûr que je suis venu, j'ai lu ton journal. »« Alors tu sais »
« Je sais que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour à qui je ressemble, répondit-elle, serrant sa main. Et je sais que je t'aime aussi, Laurent. Je t'aime depuis que tu m'as recueilli à l'église dans ma robe de mariée sans marier. » Un faible sourire illumina le visage de Laurent. « Promets-moi que tu ne partiras plus jamais comme ça, dit-il. Je te le promets. Mais toi, promets-moi que tu cesseras de te blâmer pour des choses que tu ne pouvais pas contrôler. Ni la mort de Marie, ni les décisions de Claire n'étaient de ta faute. » Laurent ferma les yeux un moment, comme s'il assimilait ses paroles, puis hocha lentement la tête. « Nous devrons supporter les commérages, » avertit-il. « Les gens diront que tu es avec moi pour l'argent, ou que je suis avec toi pour ta jeunesse ou pour ta ressemblance avec Marie. » Élise haussa les épaules. « Qu'il parle. Nous connaissons la vérité. » Un mois plus tard, quand Laurent fut suffisamment rétabli pour retourner au manoir, tout avait changé. Patricia Olivier avait été licenciée après que Madame Leclerc eut révélé comment elle avait manipulé l'information sur Marie pour séparer le couple. Et Élise n'était plus l'assistante personnelle de Laurent, ni ne vivait dans la chambre d'invités. Elle occupait désormais la suite principale, à ses côtés. Malgré les regards curieux, les murmures et l'occasionnel article dans les magazines mondains questionnant leur relation, Élise et Laurent construisaient jour après jour une vie ensemble, guérissant mutuellement les blessures du passé. Le printemps arriva à Lyon avec des explosions de couleurs dans les jardins du manoir Dufresne. Élise, les mains plongées dans la terre humide, plantait des lys blancs dans ce qu'elle appelait désormais son coin. À 25 ans, elle avait découvert une passion pour le jardinage qu'elle n'avait jamais pu développer dans le petit appartement de sa tante. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'accident de Laurent, 6 mois d'amour ouvertement avoué, d'apprentissage de la vie commune, d'affrontements ensemble des regards curieux et parfois hostiles de la société lyonnaise. Cela n'avait pas été facile. La première fois qu'ils avaient assisté ensemble à un événement social en tant que couple, Élise avait clairement entendu une femme chuchoter « Tiens, maintenant les femmes de ménage deviennent des dames. Qu'est-ce qui viendra ensuite ?» Laurent, percevant son malaise, avait fermement pris sa main et l'avait présentée à tous comme « la femme qui m'a rendu la vie », laissant les médisants sans voix. Vous êtes conquis par l'histoire d'Élise et Laurent? Laissez un j'aime et partagez en commentaire si vous avez déjà vécu une transformation personnelle importante dans votre vie. Abonnez-vous pour découvrir comment ce couple affrontera les nouveaux défis qui les attendent. Peu à peu, Élise trouvait sa place, non pas comme l'assistante de Laurent, ni comme l'ancienne employée de maison, mais comme une femme à part entière. Elle avait repris ses études en ligne pour compléter une licence en gestion et avait commencé à s'impliquer dans la fondation éducative que Laurent parrainait, la même où Marie avait travaillé. Cette dernière décision avait été difficile. Au début, le fantôme de Marie semblait trop présent. Mais avec le temps, Élise comprit qu'elle pouvait honorer la mémoire de cette femme qui, sans le savoir, avait fait partie de son histoire. « Tu es magnifique parmi les fleurs », dit Laurent, s'approchant par le sentier du jardin. Il se déplaçait avec une légère claudication, séquelle de l'accident, que les médecins disaient probablement permanente. Élise sourit, repoussant une mèche de cheveux de son front avec le dos de sa main, laissant une petite tache de terre. « Et toi, tu es trop élégant pour être dans un jardin ?» plaisanta-t-elle, montrant son costume sombre. « Réunion importante ?»« La plus importante, » répondit-il avec une intensité qui la fit s'arrêter. « Je veux que tu viennes avec moi. Maintenant, mais regarde-moi, je suis toute sale et... » Laurent s'agenouilla devant elle, ignorant comment la terre tacherait son pantalon coûteux, et prit ses mains terreuses entre les siennes. « Tu es parfaite telle que tu es, » dit-il d'une voix grave, « et je veux te demander quelque chose qui ne peut pas attendre 1 minute de plus. » Le cœur d'Élise fit un bond quand elle vit Laurent sortir une petite boîte en velours de la poche de sa veste. « Élise Moreau, tu m'as appris que le véritable amour ne se trouve pas dans les apparences, mais dans la façon dont quelqu'un illumine ton âme. Chaque jour à tes côtés a été un cadeau que je n'ai jamais cru mériter. Me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» En ouvrant la boîte, une délicate bague d'émeraude entourée de petits diamants brillait sous le soleil printanier. Élise sentit les larmes couler sur ses joues. « Oui », murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, 1000 fois oui. » Laurent glissa la bague à son doigt tremblant et se leva pour l'embrasser, sans se soucier de la terre sur ses mains ou son visage. Quand ils se séparèrent, tous deux riaient et pleuraient en même temps. « La pierre est de la couleur de tes yeux, » expliqua-t-il, caressant sa joue. « Quand je l'ai vue, j'ai su qu'elle devait être à toi. » Ce même jour, pendant le dîner, Laurent proposa quelque chose qui prit Élise par surprise. « Je veux que nous nous marions dans 2 semaines, dans la même église où je t'ai trouvé ce jour-là. » Élise faillit s'étrangler avec son vin. « 2 semaines?
Mais Laurent, un mariage demande des mois de planification, surtout un « je ne veux pas d'un grand mariage mondain », l'interrompit-il doucement. Juste nous, les personnes qui nous importent vraiment, et Dieu comme témoin. Sans presse, sans spectacle, sans prétention. L'idée de retourner dans cette église, de réécrire le moment d'abandon et d'humiliation par un moment d'amour et d'engagement, émut profondément Élise. « Tu es sûr? Les gens vont parler. » Laurent sourit, prenant sa main sur la table. Les gens parlent toujours, mais cette fois, ils parleront de comment l'amour véritable peut naître des circonstances les plus inattendues. La nouvelle de leur fiançailles se répandit comme une traînée de poudre à Lyon. Comme prévu, les réactions furent très mitigées. Les amis proches de Laurent les félicitèrent sincèrement. D'autres, particulièrement ceux qui avaient espéré que le veuf millionnaire épouserait une jeune femme de la haute société, dissimulaient à peine leur désapprobation. La tante Caroline fut la première à leur rendre visite après l'annonce. La femme âgée, avec sa franchise caractéristique, embrassa Laurent et lui dit « Si tu la fais pleurer, tu auras affaire à moi, millionnaire ou pas. » Laurent rit, lui promettant que sa seule intention était de rendre Élise heureuse chaque jour de sa vie. Pendant que les préparatifs avançaient, Élise reçut une visite inattendue au manoir. La sœur de Rémi, Margot, apparut un après-midi, pâle et visiblement mal à l'aise. « Je viens m'excuser », dit-elle sans préambule quand Élise la reçut dans le salon principal. « Ce que j'ai fait, ce que mon frère t'a fait, était impardonnable. » Élise observa la femme qui l'avait jadis humiliée au téléphone, pensant à quel point sa propre vie avait changé depuis. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle simplement. Margot tortilla nerveusement son mouchoir entre ses mains. « Rémi a épousé une autre fille, une avec de l'argent, comme il le voulait. Et il l'a rendue si malheureuse. Cela m'a fait réaliser à quel point nous nous trompions. L'argent n'apporte pas le bonheur qu'il espérait. » Il y avait une leçon dans ces paroles qu'Élise ne manqua pas. « Je te pardonne, Margot. Et Rémi aussi. Sans ce que vous avez fait, je n'aurais jamais trouvé ma véritable destinée. » Après le départ de Margot, Laurent trouva Élise contemplant le coucher de soleil depuis la terrasse. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, l'enlaçant par derrière. « Mieux que bien, » répondit-elle, s'appuyant contre sa poitrine. « Je viens de réaliser que tout ce qui me semblait être des malheurs était en réalité des détours nécessaires sur le chemin. » Laurent embrassa ses cheveux, inhalant le parfum de jasmin qu'il aimait tant. Parfois, le destin a de meilleurs plans que les nôtres. Le mariage fut exactement comme il l'avait rêvé, intime, émouvant et plein de sens. L'église Saint-Martin, qui avait autrefois été témoin de l'abandon d'Élise, la voyait maintenant marcher vers l'autel dans une robe qu'elle avait elle-même conçue et cousue, symbole de sa transformation personnelle. Ce n'était pas la robe luxueuse que beaucoup auraient attendue de la future Madame Dufresne, mais une robe simple et élégante, avec de petits détails en dentelle qu'elle avait travaillé pendant des semaines. La tante Caroline l'accompagna jusqu'à l'autel, où Laurent l'attendait avec des larmes contenues dans les yeux. Quand le père Laurent les déclara mari et femme, et que Laurent embrassa Élise devant leurs proches, tous deux sentirent qu'ils fermaient un cercle et en commençaient un autre, qu'ils construiraient ensemble jour après jour. La petite réception se déroula dans les jardins du manoir, illuminés par des centaines de lumières tamisées qui ressemblaient à des étoiles tombées. Entre danse et toast, Laurent emmena Élise dans un coin retiré du jardin. « J'ai un cadeau pour toi, dit-il, lui remettant une enveloppe. Élise l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux qu'elle ne comprit pas au début. « C'est l'acte de propriété d'un terrain à Porto Vecchio, expliqua Laurent, là où tu as vu la mer pour la première fois. J'ai acheté une propriété là-bas et engagé des architectes pour construire une maison selon tes goûts. Ce sera notre refuge, loin de tout et de tous. » Élise l'étreignit fortement, submergée par ce geste. « Le meilleur cadeau, c'est toi, » murmura-t-elle contre son cou. « Tout le reste est un bonus. » Tandis qu'ils dansaient sous la lune croissante, avec les rires de leurs invités comme musique de fond, Élise pensa au chemin parcouru, de la fille invisible qui nettoyait les sols à l'épouse aimée de l'homme qui avait appris à voir au-delà des apparences. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que, cachée dans l'ombre des arbres, une silhouette observait la célébration avec une expression sombre. Patricia Olivier, qui avait juré de se venger après avoir été licenciée, n'était pas disposée à permettre qu'Élise et Laurent aient leur fin heureuse. Dans son esprit tordu par le ressentiment, elle préparait déjà le prochain coup, et il serait dévastateur. La première année de mariage s'écoula comme un rêve pour Élise et Laurent. Ils partagèrent leur temps entre le manoir à Lyon et leur nouvelle maison face à la mer à Porto Vecchio, un havre de paix où personne ne les connaissait et où ils pouvaient simplement être un couple amoureux sans les regards curieux
ou les commentaires malveillants. Élise s'était épanouie. En plus d'avoir terminé sa licence, elle dirigeait maintenant plusieurs projets dans la fondation éducative de Laurent, aidant des jeunes filles défavorisées à recevoir des bourses pour poursuivre leurs études. Elle sentait qu'ainsi, elle honorait tant la mémoire de sa mère qui avait tout sacrifié pour son éducation, que celle de Marie, dont la passion pour l'enseignement avait laissé une empreinte indélébile. Laurent, de son côté, avait également changé. L'homme réservé et sombre qu'il avait été s'était transformé en quelqu'un qui souriait souvent, qui faisait des projets d'avenir, qui parfois chantait sous la douche quand il croyait que personne ne l'entendait. Un matin d'été, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse de leur maison de plage, Élise lui annonça la nouvelle qui changerait leur vie à jamais. « Nous allons être 3, dit-elle simplement, prenant la main de Laurent et la plaçant sur son ventre encore plat. Le visage de Laurent passa de la confusion à l'étonnement, et finalement à une joie si pure qu'Élise sentit que son cœur pourrait éclater de bonheur. « Un bébé ?» murmura-t-il, les yeux brillants. « Tu es sûre ?» Élise acquiesça, souriant à travers ses larmes. « 3 tests positifs, et j'ai un retard de 6 semaines. » Vous suivez avec émotion la vie d'Élise et Laurent? Laissez un j'aime et partagez en commentaire votre réaction à cette heureuse nouvelle. Abonnez-vous pour découvrir comment ce couple affrontera les nouvelles épreuves qui les attendent, car le bonheur est parfois fragile. Laurent la souleva dans ses bras, tournant avec elle au milieu des rires et des larmes. « Je te promets, dit-il ensuite, s'agenouillant pour embrasser son ventre, que je serai le meilleur père possible. Ce bébé ne doutera jamais de l'amour que nous lui portons. » Les mois suivants furent remplis de préparatifs enthousiastes. Ils transformèrent une chambre du manoir en une magnifique chambre d'enfant, avec des fresques de forêts enchantées, peintes par un artiste local. Élise avait l'impression de flotter sur un nuage de bonheur, surtout quand elle sentait les premiers mouvements de son bébé, comme de petits papillons battant des ailes à l'intérieur d'elle. Ce fut pendant le 5e mois de grossesse que la tempête qui changerait tout commença à se former. Laurent dut se rendre à Paris pour affaires, tandis qu'Élise restait à Lyon, se préparant pour un événement caritatif de la Fondation. Le matin de l'événement, alors qu'elle vérifiait les derniers détails, Madame Leclerc entra précipitamment dans son bureau. « Madame, il y a un homme qui insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent et que cela concerne Monsieur Laurent. » Élise fronça les sourcils, inquiète. « A-t-il donné son nom ?»« Xavier Sanchez. Il dit qu'il est détective privé. » Avec un mauvais pressentiment, Élise demanda qu'on le fasse entrer. L'homme qui entra semblait mal à l'aise, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Il portait une grosse enveloppe qu'il déposa sur le bureau. « Madame Dufresne, je regrette d'être porteur de mauvaises nouvelles. On m'a engagé pour enquêter sur votre mari, et je crois que vous devriez voir ceci. » Élise regarda l'enveloppe avec appréhension. « Qui vous a engagé? Je ne peux pas révéler cela, mais je vous assure que ce qu'il y a à l'intérieur est authentique. » D'une main tremblante, Élise ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies de Laurent à Paris, entrant dans un hôtel de luxe, avec une jeune femme séduisante. D'autres montrèrent la même femme entrant dans l'appartement parisien de Laurent, sortant de l'immeuble le matin, partageant même un repas intime dans un restaurant exclusif. Le monde sembla s'effondrer sous ses pieds. Élise eut la nausée, et ce n'était pas à cause de la grossesse. « Ça doit être une erreur », parvint-elle à articuler. « Il n'y a pas d'erreur, madame. Votre mari entretient une relation avec cette femme depuis des mois. Son nom est Sophie Moreau, elle est mannequin et a 22 ans. » Le détective se retira discrètement, laissant Élise abasourdie face aux preuves de ce qui semblait être une trahison impardonnable. Son esprit refusait de l'accepter. Laurent, qui lui jurait un amour éternel chaque jour, qui caressait son ventre avec dévotion, qui avait transformé sa vie. Pourrait-il la tromper? Quand Laurent revint ce soir-là, il trouva Élise assise dans l'obscurité de leur chambre, les photographies éparpillées sur le lit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, allumant la lumière. Élise le regarda d'un œil vide, protégeant instinctivement son ventre de ses mains. « Dis-le-moi. » Laurent prit les photographies, son visage pâlissant, tandis qu'il les examinait une à une. « Élise, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que Rémi a dit avant de m'abandonner à l'hôtel, » répondit-elle d'une voix brisée. « Au moins, tu as eu la décence d'attendre jusqu'après le mariage. »« Non !» s'exclama Laurent, s'agenouillant devant elle. « Sophie est la fille de mon associé Charles Moreau. Elle m'aide à organiser une surprise pour toi. » Élise laissa échapper un rire amer. « Une surprise? Dans un hôtel? Dans ton appartement à 7 heures du matin? L'hôtel appartient à sa famille. Je l'ai rencontré là-bas pour voir des espaces pour la baby shower que je veux organiser pour toi. » Laurent chercha désespérément son téléphone. « Appelle-la, s'il te plaît. Elle t'expliquera tout. »
Mais Élise était trop blessée pour écouter. Des années d'insécurité, de sentiment de ne pas mériter quelqu'un comme Laurent, explosèrent à ce moment-là. « J'ai cru en toi », murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai cru que tu étais différent. Je le suis, Élise. Je te le jure sur la vie de notre enfant. Je ne t'ai jamais trahi et je ne le ferai jamais. Je t'aime plus que ma vie. » Mais les doutes avaient déjà pris de profondes racines. Élise se leva, prenant une petite valise qu'elle avait déjà préparée. « J'ai besoin de temps. Je ne peux pas réfléchir clairement maintenant. Élise, je t'en prie, ne pars pas comme ça, pas dans ton état. » Elle s'arrêta à la porte, une main sur son ventre arrondi. « Je t'appellerai quand je serai prête à parler. » La douleur dans les yeux de Laurent était insupportable à voir, mais Élise ne pouvait pas rester. Le cœur brisé, elle quitta le manoir et prit un taxi jusqu'à la maison de sa tante Caroline. Ce qu'Élise ignorait, c'est qu'en s'éloignant de la protection de Laurent, elle marchait directement dans le piège que Patricia Olivier avait méticuleusement préparé pendant des mois. Patricia, consumée par la rancœur, avait engagé le détective pour fabriquer une histoire d'infidélité. Les photographies, habilement manipulées et prises dans des contextes innocents, faisaient partie d'un plan pour détruire ce qu'elle enviait le plus, l'amour entre Élise et Laurent. Et son plan ne faisait que commencer. Le soir suivant, alors qu'Élise pleurait chez sa tante, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. « Madame Dufresne, je suis le docteur Renard de l'hôpital Saint-Vincent. Votre mari a été admis dans un état critique. Il a eu un accident sur la route de Paris. » Le monde s'arrêta. Malgré la douleur et la confusion, Élise n'hésita pas une seconde. Elle prit un taxi pour l'hôpital, priant tout au long du trajet. À l'accueil, cependant, on la regarda avec perplexité. « Nous n'avons aucun patient nommé Laurent Dufresne », dit l'infirmière après avoir vérifié dans le système. C'est alors qu'Élise comprit qu'elle était tombée dans un piège. Terrifiée, elle essaya d'appeler Laurent, mais son téléphone était éteint. Elle appela le manoir où Madame Leclerc l'informa que monsieur était parti précipitamment après avoir reçu un appel la concernant. « Il a dit que vous étiez en danger, qu'il allait vous chercher chez votre tante », expliqua la cuisinière, inquiète. La peur s'empara d'Élise. Quelqu'un les manipulait, les séparant par des mensonges et des tromperies. Et soudain, elle sut qui c'était. « Patricia », murmura-t-elle. Pendant ce temps, Laurent conduisait frénétiquement vers la maison de Caroline après avoir reçu un message du téléphone d'Élise. « Je saigne. Je ne veux pas aller à l'hôpital. S'il te plaît, viens. » En arrivant, il trouva la maison vide. Caroline était partie en ville pour visiter une sœur malade et il n'y avait aucun signe d'Élise. Désespéré, il commença à appeler tous les hôpitaux de la ville. À ce moment-là, Élise essayait de retourner au manoir, mais le taxi qu'elle avait pris dévia inexplicablement vers la périphérie de la ville. Quand elle protesta, le chauffeur bloqua simplement les portes. « Désolé, madame, j'ai des ordres. » La panique s'empara d'elle. Elle essaya d'appeler Laurent à nouveau, mais son téléphone n'avait pas de signal. Le taxi s'arrêta finalement devant un chalet isolé dans la forêt où Patricia Olivier attendait avec un sourire triomphant. « Bienvenue, madame Dufresne, » dit-elle avec sarcasme. « J'espère que tu as apprécié ton conte de fées, car il se termine aujourd'hui. » Élise, protégeant instinctivement son ventre, affronta la femme avec un calme qu'elle ne ressentait pas. « Patricia, c'est un enlèvement? Tu es devenue folle? C'est toi qui m'as rendue folle ?» cria Patricia, sa composition s'effondrant. « J'ai travaillé pendant 10 ans pour Laurent. J'étais à ses côtés quand tout le monde l'a abandonné. Je l'aimais. Et tu arrives, toi, une moins que rien, une femme de ménage, et en moins d'1 an tu deviens sa femme, portant son héritier. » La révélation frappa Élise comme la foudre. Ce n'était pas seulement du ressentiment professionnel qui motivait Patricia, mais un amour obsessionnel et non partagé pour Laurent. « Laurent ne t'a jamais vu de cette façon, » dit doucement Élise. « Et cela ne changera pas. Je le sais déjà, » répondit Patricia avec un calme soudain et terrifiant. « C'est pourquoi je vais lui prendre ce qu'il aime le plus, toi et ce bâtard que tu portes. » La peur parcourut le dos d'Élise. Cette femme était vraiment déséquilibrée et avait des projets terribles. Pendant ce temps, Laurent avait fait le lien. Le détective, les fausses photographies, les messages trompeurs, tout pointait vers Patricia. Il se rappela comment il l'avait licenciée, le regard chargé de haine dans ses yeux, ces menaces voilées qu'il le regretterait. Avec un pressentiment désespéré, Laurent conduisit vers le chalet que l'entreprise possédait en périphérie, utilisé occasionnellement pour des séminaires d'entreprise. Patricia avait été celle qui le gérait, et il était possible qu'elle y ait encore accès. Pendant ce temps, dans le chalet, Élise tentait de raisonner avec Patricia. « Réfléchis à ce que tu fais, »
dit-elle d'une voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. « Enlèvement, menace, tu finiras en prison. » Patricia laissa échapper un rire âpre tout en préparant une seringue contenant un liquide transparent. « D'ici là, j'aurai obtenu ce que je veux. Ton précieux bébé ne naîtra jamais et Laurent saura ce que ça fait de perdre tout ce qu'on aime. » La terreur s'empara d'Élise. Elle regarda frénétiquement autour d'elle, cherchant une issue, une arme, n'importe quoi qu'elle pourrait utiliser pour se protéger et protéger son enfant. « Patricia, tu n'es pas une meurtrière, » tenta-t-elle à nouveau, reculant d'un pas. « Tu as travaillé honnêtement toute ta vie. Pense à ta famille, à ton avenir. Cette histoire vous tient en haleine. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire. De quelle région nous lisez-vous? Élise et son bébé survivront-ils à cette terrible épreuve? Abonnez-vous pour découvrir le dénouement de cette histoire d'amour bouleversante. Pendant un instant, quelque chose sembla vaciller dans les yeux de Patricia, une lueur de doute, peut-être même de lucidité, mais elle s'évanouit rapidement. Mon avenir s'est terminé le jour où tu es apparu. Il ne me reste plus que la vengeance. Elle avança vers Élise, la seringue levée. À cet instant précis, Laurent fit irruption par la porte, suivi de 2 policiers. « Police, lâchez ça !» cria l'un des officiers. Tout se passa au ralenti. Patricia, acculée, regarda Laurent avec un mélange de haine et d'amour maladif. Puis, dans un geste désespéré, elle se jeta sur Élise. Laurent réagit instinctivement, s'interposant entre les 2 femmes. La seringue se planta dans son bras et le liquide, qui s'avérerait plus tard être un puissant abortif, pénétra dans son système. Patricia fut maîtrisée et menottée par les policiers tandis qu'elle criait des propos incohérents. Laurent s'effondra au sol, le visage pâle, la respiration rapide. « Laurent » murmura Élise, s'agenouillant près de lui. « Mon amour, tiens bon, l'ambulance arrive. » Il la regarda avec des yeux voilés, s'efforçant de rester conscient. « Je t'ai trouvé » murmura-t-il. « Je savais que c'était elle. Chut, ne parle pas, tout ira bien. » Laurent porta une main tremblante au ventre d'Élise. « Le bébé, il va bien. Nous allons bien tous les 2, grâce à toi. » Un faible sourire se dessina sur les lèvres de Laurent avant que ses yeux ne se ferment et que son corps ne se relâche dans l'inconscience. Les heures suivantes furent un cauchemar pour Élise. À l'hôpital, les médecins luttaient pour stabiliser Laurent, dont le corps réagissait violemment à la substance injectée. En même temps, inquiets du stress extrême qu'Élise avait subi, ils la gardèrent en observation, surveillant constamment le bébé. La tante Caroline arriva à l'hôpital dès qu'elle l'apprit, trouvant sa nièce dans un état d'angoisse qui lui brisa le cœur. « Il va survivre », lui assura-t-elle, tenant sa main. « C'est un homme fort, et il a beaucoup de raisons de vivre. » Élise acquiesça, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. « Si quelque chose lui arrive, s'il meurt par ma faute, pour avoir douté de lui, ce n'est pas ta faute, ma petite. Cette femme est malade. Elle a planifié tout cela pendant des mois. » C'était vrai. L'enquête policière révéla par la suite l'étendue de l'obsession de Patricia. Elle avait engagé le détective pour manipuler les photographies, avait soudoyé le chauffeur de taxi pour conduire Élise au chalet et avait même étudié la pharmacologie de base pour préparer le mélange abortif. Tout cela motivé par un amour maladif qui s'était transformé en haine destructrice. Pendant 3 jours, Laurent resta entre la vie et la mort. Élise ne quitta pas son chevet, lui parlant constamment, lui rappelant des moments heureux, lui promettant un avenir ensemble, avec leur enfant. À l'aube du 4e jour, alors qu'Élise avait finalement cédé à l'épuisement et somnolait dans un fauteuil près du lit, elle sentit une légère pression sur sa main. Elle ouvrit les yeux pour rencontrer ceux de Laurent, fatigué, mais lucide. « Bonjour, ma belle », murmura-t-il d'une voix rauque. Les larmes de joie jaillirent instantanément. Élise se pencha pour embrasser son front, ses joues, ses lèvres. « J'ai cru que je te perdais », parvint-elle à dire entre 2 sanglots. Laurent, faible mais déterminé, porta une main à son visage. « Il faut plus qu'une folle obsessionnelle pour nous séparer », plaisanta-t-il faiblement. À mesure que Laurent récupérait physiquement, leur relation guérissait aussi. Les blessures émotionnelles causées par la méfiance mettraient plus de temps à cicatriser, mais ils y travaillaient chaque jour. Élise lui raconta comment les photographies et le mensonge du détective l'avaient fait douter, et il comprit sa réaction. « Ce qui compte, c'est que quand c'était vraiment important, tu as su que je t'aimais, » dit Laurent, « et que tu es venu me chercher quand tu as cru que j'étais en danger, malgré tout. » 3 semaines plus tard, Laurent sortit de l'hôpital. À ce moment-là, Patricia avait été formellement accusée d'enlèvement, de tentative d'homicide et de complot. Elle risquait des décennies de prison et une évaluation psychiatrique qui la maintiendrait probablement enfermée encore plus longtemps. La vie commença à reprendre son cours normal.
La grossesse d'Élise progressait sans complications, et l'expérience traumatisante semblait avoir renforcé leur lien avec Laurent plutôt que de l'affaiblir. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les jardins du manoir, Élise étant déjà dans son 8e mois de grossesse, Laurent partagea une idée qui avait mûri en lui. « Je veux vendre ce manoir », dit-il, observant le bâtiment qui avait été sa maison toute sa vie. Élise le regarda, surprise. « Pourquoi ? Je pensais que tu aimais cet endroit. » Laurent secoua la tête. « Cet endroit est plein de fantômes. Le mariage malheureux de mes parents, ma vie avec Claire, les années de solitude, et maintenant, ce qui s'est passé avec Patricia. Je veux que notre enfant grandisse dans un foyer nouveau, sans ombre du passé. » L'idée avait du sens. Élise elle-même ressentait parfois un frisson en passant par certains recoins du manoir, se rappelant des moments douloureux. Où vivrions-nous? Laurent sourit, l'entourant de ses bras. J'ai acheté un terrain en périphérie de la ville. Il est vaste, avec vue sur les montagnes et entouré de nature. Nous pouvons concevoir notre maison exactement comme nous le souhaitons. Élise acquiesça, enthousiasmée par l'idée d'un nouveau départ. J'adore. Et nous pourrions garder la maison à Porto Vecchio pour les vacances. Exactement. Un foyer dans les montagnes et un autre au bord de la mer. Notre enfant aura le meilleur des deux mondes. 2 semaines plus tard, alors qu'ils supervisaient les plans préliminaires de leur nouvelle maison avec l'architecte, Élise ressentit la première contraction. C'était comme une vague de douleur qui tendit tout son ventre. Elle tenta de dissimuler, mais Laurent la connaissait trop bien. « Ça va ?» demanda-t-il, remarquant son visage qui pâlissait. « Je crois qu'il arrive », répondit-elle, sentant la douleur s'atténuer momentanément. Ce qui suivit fut un tourbillon d'activités. Le trajet jusqu'à l'hôpital, les contractions qui s'intensifiaient, les médecins et infirmières préparant tout. Laurent ne la quitta pas un instant, tenant sa main, essuyant sa sueur, respirant avec elle à travers chaque contraction. Après 6 heures de travail, le plus beau cri qu'ils aient jamais entendu remplit la salle d'accouchement. « C'est une fille », annonça le médecin, plaçant le petit être sur la poitrine d'Élise. Laurent, des larmes coulant librement sur ses joues, contemplait émerveillé sa femme et sa fille. La petite avait une touffe de cheveux foncés, et quand elle ouvrit brièvement les yeux, elle laissa entrevoir un éclat d'émeraude. « Elle est parfaite », murmura-t-il, embrassant le front en sueur d'Élise. Tout comme sa mère. Élise sourit malgré son épuisement, ressentant un bonheur qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Comment l'appellerons-nous? Laurent réfléchit un moment. Que dirais-tu d'Espérance? Parce que c'est ce qu'elle nous a donné. L'espoir en l'avenir, en l'amour, en la possibilité que la vie puisse toujours recommencer. Espérance Dufresne-Moreau, dit Élise, caressant la joue minuscule de sa fille. Ça sonne parfaitement. 3 ans plus tard, la famille Dufresne-Moreau était l'image même du bonheur. Leur nouvelle maison, une construction moderne mais chaleureuse en périphérie de Lyon, se remplissait de rire chaque jour. La petite Espérance, avec ses boucles sombres et ses yeux verts vifs, faisait la joie de tous. Élise avait transformé la fondation éducative de Laurent en un projet encore plus ambitieux, créant des programmes spécifiques pour les femmes défavorisées qui souhaitaient créer leur propre entreprise. Laurent, de son côté, avait diversifié ses activités et réduit sa charge de travail pour passer plus de temps avec sa famille. Cet après-midi de printemps, alors qu'il regardait Espérance poursuivre des papillons dans le jardin, Élise appuya sa tête sur l'épaule de Laurent. « Tu sais, parfois je pense à ce jour, à l'église, quand Rémi m'a abandonné. » Laurent embrassa ses cheveux, respirant le parfum familier de jasmin qu'il aimait tant. « Et à quoi penses-tu » Élise sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je pense que ce fut le jour le plus chanceux de ma vie, parce qu'il m'a conduite à toi, à tout ceci. » Laurent la regarda avec la même intensité que le premier jour, quand il l'avait trouvée en pleurs dans cette église, avec sa robe de mariée et sans fiancé. « Je t'aime, Élise, chaque jour plus que le précédent. Et moi aussi, Laurent, pour avoir nettoyé les blessures de mon cœur et les avoir remplies d'amour. » Tandis que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, teintant le ciel d'oranges et de roses, le couple observait leur fille jouer, sachant que leur histoire d'amour, née des circonstances les plus douloureuses et inattendues, était la preuve vivante que parfois les chemins les plus difficiles mènent aux destinations les plus belles. Et que, comme Élise l'avait appris, le véritable amour ne réside pas dans les apparences ni dans les noms de famille, mais dans la capacité de voir la lumière en l'autre quand tout le reste est obscurité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime et de partager vos pensées dans les commentaires. De quelle ville ou de quel pays nous lisez-vous? Quelles autres histoires d'amour et de résilience
aimeriez-vous découvrir à l'avenir? Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui inspire et émeut. Merci de nous accompagner dans ce voyage.